va commencer évidemment par les dernières alertes, apparemment très graves, alertes à cause de missiles iraniens en ce moment même. Oui, effectivement, en ce moment même, y compris ici à Jérusalem, il est possible que nous soyons contraints d'interrompre ce direct pour nous réfugier dans les chambres blindées parce que, effectivement, il y a un appel, un appel qui nous prévient d'une alerte imminente dans la région de Jérusalem. Effectivement, il y a des tirs qui ont été effectués par le régime iranien à partir du territoire iranien en direction du centre du pays, sur le littoral en particulier, d'Herzliya jusqu'à Ashdod au moins. C'est-à-dire tout le centre du pays, la métropole de Tel Aviv et donc également Jérusalem et sa région. Il faut également souligner que le régime iranien a tiré des missiles balistiques à plusieurs reprises durant la nuit en direction du centre du pays et également de Jérusalem, par 2 fois au moins à Jérusalem vers minuit. Un couple d'Israéliens également d'environ 70 ans a été tué sur le coup par un missile à fragmentation qui s'est abattu sur son appartement à Ramat Gan. 2 autres personnes ont été blessées. Il s'agit donc d'un missile à fragmentation. Les 2 salves ont été tirées à quelques minutes d'intervalle. Au total, on a retrouvé des débris qui ont causé des dégâts sur une quinzaine de zones dans le centre du pays, en particulier à Petah Tikva, Bnei Brak, également même à la gare de Savidor au cœur de Tel Aviv, qui a été endommagée. À Cholon, plusieurs véhicules ont été incendiés après la chute de débris. Une 3e salve de missiles a été tirée vers l'État d'Israël tôt ce matin, sans faire de blessés ni de dégâts. Le régime iranien a lui officiellement reconnu la mort hier d'Ali Larijani. Oui, les gardiens de la révolution ont menacé de venger la mort d'Ali Larijani et des commandants des Bassidj éliminés également dans la nuit de lundi à mardi. D'ailleurs, on en sait un peu plus sur les circonstances de ces éliminations. Ce sont en effet les renseignements militaires israéliens qui ont obtenu ce que l'on appelle en hébreu une info en or. Cette info affirmait que Larijani se trouvait cette nuit-là dans un appartement refuge situé dans les quartiers périphériques de Téhéran. Des avions de chasse israéliens qui se trouvaient déjà dans le ciel iranien ont alors ciblé l'appartement et après vérification minutieuse, ils ont lancé une vingtaine de bombes d'1 tonne chacune contre l'immeuble où se trouvait donc cet appartement, ne laissant aucune chance à Larijani. Quant à Soleimani, le chef des Bassidj, il a été éliminé alors qu'il avait réuni son état-major sous une tente entre 2 immeubles à Téhéran. La tente a été repérée par les renseignements israéliens également et on connaît la suite. Benyamin Netanyahou, lui, s'est adressé hier directement au peuple iranien. Oui, dans une intervention télévisée, le Premier ministre a souhaité aux Iraniens une bonne fête à l'occasion du Nouvel An perse et de la fête du feu qui tombe aujourd'hui. Le Premier ministre a affirmé que les opérations militaires de l'armée de l'air israélienne étaient destinées à permettre au peuple iranien de célébrer cette fête dans toute sérénité. Le Premier ministre a souligné en particulier l'élimination d'Ali Larijani et du commandant des milices Bassidj, Soleimani. Quant au porte-parole de Tsahal, le général Efi Defrin, il a indiqué que les dignitaires iraniens éliminés dans la nuit de lundi à mardi faisait partie d'un plan visant à détruire Israël. Le front libanais à présent avec Tsahal qui attaque au sud Liban dans la région de Tyr sur le littoral méditerranéen. Oui, le porte-parole de Tsahal avait demandé à la population de la ville d'évacuer en prévision de raids intensifs de l'armée de l'air israélienne. Des milliers de Libanais ont donc été vus en train de fuir vers le nord. Au cours des dernières heures, l'armée de l'air a frappé des cibles au cœur de Beyrouth et puis hier soir, le Hezbollah a tiré des dizaines de roquettes et de drones en direction du nord d'Israël sans faire fort heureusement de blessés ni de dégâts. Dans ce contexte, Tsahal poursuit son opération terrestre au sud Liban. Une nouvelle division armée de l'armée israélienne a pénétré hier au sud Liban pour renforcer les troupes déjà déployées sur place. Et il faut souligner que dès le milieu de l'après-midi, Tsahal avait annoncé que le Hezbollah allait tirer des missiles et des roquettes vers le territoire israélien. Oui, effectivement, la défense passive a demandé aux habitants du nord d'Israël de rester à proximité d'abris et de chambres blindées, ce que l'on ne comprend pas vraiment. C'est pourquoi, si les services de renseignement avaient prévu cette attaque, eh bien, ils n'ont pas tenté de la déjouer en amont. Concrètement, ce sont plusieurs dizaines de roquettes qui ont été tirées donc en soirée du sud Liban vers le nord d'Israël, comme je vous le disais tout à l'heure, sans faire de blessés ni de dégâts. Et il est temps de dresser un bilan provisoire de la guerre après 18 jours de confrontation, Daniel. Oui, sur le front iranien, plus de 850 missiles balistiques iraniens ont été tirés en direction du territoire israélien. Les premiers jours ont été intenses, mais depuis le 5e jour de la guerre, le rythme des tirs de ces missiles s'est considérablement ralenti et en moyenne, on parle d'une vingtaine de tirs au quotidien sur l'ensemble du territoire israélien. À partir du Liban, le Hezbollah a tiré plus de 2000 roquettes et plus d'une centaine de drones. Près de 2 tiers de ces roquettes n'ont même pas réussi à franchir la frontière. Et puis enfin, pour terminer, parallèlement à ces attaques contre Israël, l'Iran poursuit ses tirs contre ses voisins sunnites.
Oui, effectivement, en Irak, un drone iranien a frappé l'ambassade des États-Unis à Bagdad et provoqué des dégâts. Des alertes ont été également enregistrées au Qatar et dans les Émirats arabes unis. Le Koweït a annoncé avoir intercepté des missiles et des drones iraniens. L'Arabie saoudite a annoncé l'organisation ce soir d'une réunion d'urgence des pays du Golfe Persique pour débattre de l'agression iranienne. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Temps ensoleillé et plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures prévues, elles sont d'ailleurs printanières, ce qui est presque normal puisque le printemps arrive dans quelques jours. Il fera aujourd'hui 21 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv, Haïfa, Netanya et Ashdod et 26 degrés à Eilat. Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour. Boker Tov. Bonjour. Nous avons sollicité, bien entendu, pour réagir à l'élimination d'Ali Larijani, qui est considéré comme l'homme fort du régime. Alors, la question que je voudrais vous poser, est-ce que on peut parler de point de rupture, que cette élimination risque effectivement d'affaiblir le régime au point qu'il puisse être vulnérable et secoué ou balayé par les opposants iraniens? Tout d'abord, il faut comprendre que Larijani était le successeur de Khamenei, surtout en fait de fait que son fils n'est pas en poste, Moussaba. Donc ça fait que Larijani était en principe le numéro un. Voilà, c'est l'homme fort de l'Iran. Mais pour la deuxième partie de votre question, malheureusement, l'Iran a une chaîne de commandement et de dirigeants très solide, surtout les gardes révolutionnaires, que c'est eux qui gèrent le pays en général. L'armée est très mineure dans tout ça. C'est les gardes révolutionnaires qui font qui détient tout, et c'est eux qui donnent les ordres. D'ailleurs, Pezeshkian, pratiquement pour rien, on voit bien à chaque fois qu'il fait une déclaration, 2 minutes après une déclaration contraire de la part de gardes révolutionnaires. C'est eux qui gèrent le pays et ils ont une chaîne de commandement assez solide et des successeurs après successeurs. Mais bon, à côté de ça, c'est clair que c'est un coup moral et très sérieux, le fait que Larijani est parti. Et à côté de lui, il y a eu aussi, et ça c'est très important, le chef de Basij et son sous-chef. Et, pardon, il y a eu encore une quarantaine de dirigeants principaux. Donc là, c'est un coup très important. Mais quand on accumule le tout, c'est un grand coup. Imaginez-vous un peu l'État, les coups qu'il subit. Êtes-vous tout de même étonné par le temps qu'il faut pour affaiblir ce régime? On pensait que le régime allait tomber plus rapidement finalement. Comment vous réagissez face à ce timing qui semble se prolonger? Non, pas du tout. Vous savez, il faut comprendre, les gens ne comprennent pas. L'Iran a la taille de l'Europe. Ensemble, on va imaginer qu'on veut toucher un camion dans un endroit perdu, dans un pays à la taille de l'Europe. Vous imaginez un peu le challenge, la mission, c'est pratiquement impossible et on le fait. On fait des centaines et des centaines. Mais bon, c'est un grand pays, très très solide, très bien bâti. Et il faut comprendre que la moitié des Iraniens, quand on met à part les minorités, les Kurdes, les Azaris et tout le monde, il reste quand même 60 à 70 millions des Iraniens, que plus que la moitié, ce sont des adhérents des ayatollahs. Donc, on lutte vraiment contre un État. C'est pas une partie ou une organisation de terreur. Non, on lutte contre un grand État, une grande nation qui est très solide, qui est très bâtie et qui toute leur vie est donnée pour ce moment.
C'est très difficile. Alors, Et le grand drame, Daniel, excusez-moi, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. En 47 ans, ils ont tenu à tuer, éliminer toutes sortes d'oppositions possibles. Donc, le reste du peuple n'est pas dirigé et n'est pas armé. Et c'est ça le drame. Meir, êtes-vous d'accord avec cette équation selon laquelle lorsque le régime iranien aura chuté, eh bien, cela affaiblira également considérablement le Hezbollah? Il est déjà très affaibli. Il est démuni de ravitaillement. Le trajet Iran-Liban à travers la Syrie est mort. Aujourd'hui, même les Syriens sont engagés à éviter. Et au Liban même, ils ont plus la collaboration qu'ils avaient auparavant. Le financement s'affaiblit d'un jour à l'autre. Donc le Hezbollah est déjà en cours de dégradation. Ils ont perdu les leaders principaux qu'ils avaient. Leur chaîne de commandement est complètement brisée. Et aujourd'hui, c'est des petites forces qui agissent indépendamment. Et donc, au fur et à mesure, il s'affaiblit. Aujourd'hui, le Hezbollah n'a rien à voir avec celui de 7 octobre. Alors, Meir, est-ce que l'on peut savoir, à travers vous, quelles sont les forces qui sont actuellement déployées au sud Liban? Quelle est leur mission? Il a été publié que la division 91 a pénétré avant-hier soir, durant la nuit, a traversé les lignes de 3 kilomètres pour tenir des positions meilleures vers le nord. Ils sont étalés de ouest jusqu'à l'est de toute la ligne. Il y a la division 36 qui rejoint aujourd'hui, demain, c'était publié aussi. Et à mon avis, il va y avoir pas mal de forces. Golani est déjà là-bas depuis une semaine, dans des accrochages. Givati s'est accroché déjà, et malheureusement, ils ont subi des blessés. Et l'armée du génie a subi 2 morts il y a quelques jours. Ça a démarré, l'opération a démarré, la pression a démarré. Mais on voit que on fait un pas en avant, 2 en arrière, dû à des mouvements politiques qui se font derrière les coulisses. Le gouvernement libanais déclare qu'ils veulent négocier en direct avec Israël. Mais à côté de ça, le même jour, ça a été publié que Nabi Berri, le chef de parlement, reçoit 400 à 500 000 euros par mois pour supporter l'opposition d'Iran et de Hezbollah. Donc c'est le méli-mélo libanais connu. Au lieu d'en profiter de leur possibilité d'affaiblir et d'arrêter l'action de Hezbollah qui a tenu leur pays depuis plus de 30 ans. Ils montrent leur faiblesse et donc c'est à nous de faire le travail, bien sûr, malheureusement. Je crois que c'est la bonne méthode, c'est que Israël va rentrer 8 à 10 kilomètres vers le Litanie, ok, et il y a quelque chose comme 250 villages du sud de Liban qui sont à la frontière israélienne, que la majorité c'est des villages chiites. Et tant que ces villages sont là-bas et les habitants sont là-bas, on aura toujours des problèmes, ça se calmera jamais. Et donc, il y a une décision de raser toute cette région et se mettre en négociation à ce moment-là. Et lorsque Israël va se retirer vers la ligne internationale, ça serait à condition que toute cette région reste vide, reste en plein vue, que plus jamais des citoyens vont approcher. Et c'est à eux de s'arranger avec leurs habitants. Est-ce que vous pensez que cette guerre va se prolonger même après la fête de Pessah? Oui, bien sûr. Eh bien, colonel Meir Dahan, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur cette situation provoquée en particulier donc par l'élimination de l'homme fort du régime, Ali Larijani. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet, en particulier également sur ce qui se passe au sud Liban. À bientôt, Meir. Bonne continuation. Merci, Daniel. Merci, au revoir. Nous sommes en ligne avec Faïmerou Bouliol. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes vous-même opposante iranienne, franco-iranienne, on va dire. Et vous êtes auteur d'un ouvrage sur les femmes iraniennes. On va reprendre le Femmes, vie et liberté. Parlons-en, c'est le titre de cet ouvrage. Et avec vous, je voudrais que d'abord on fasse un premier point. Après l'élimination, des 24 heures après l'élimination d'Ali Larijani et du chef des Bassidj, est-ce que vous avez le sentiment, et vous avez peut-être eu l'occasion de dialoguer, de parler avec des amis iraniens qui se trouvent sur place, et vous avez le sentiment que ces dernières éliminations sont une sorte de point de rupture qui peut propulser, on va dire, le peuple iranien, l'opposition iranienne dans la rue et peut-être lui permettre de renverser le régime? D'abord, merci de m'avoir invité. Son élimination, c'est un impact majeur dans le commandement. Donc, la population est extrêmement ravie. Mais il faut savoir que la résistance du peuple iranien n'a pas été arrêtée, même après le massacre de 8 et le 9 Janvier. Et justement, hier où la frappe a eu lieu, il allait avoir une réunion extrêmement importante où ils allaient s'organiser pour réprimer les cérémonies d'hier soir, qui est la fête du feu, le dernier mardi en Iran, où les gens allaient dans les rues, allumer le feu et sauter par-dessus avec les cérémonies autour. Et justement, ils voulaient impérativement empêcher ces cérémonies-là, qui est à nouveau une sorte de résistance de la population iranienne. Et c'est là la frappe a eu lieu. Alors effectivement, on a vu effectivement des images durant la nuit de manifestations, de rassemblements de l'opposition iranienne, des jeunes qui sont descendus dans le riz, qui ont allumé des feux effectivement. Mais est-ce que vous pensez que c'est le début d'un grand mouvement, ou alors c'est épisodique? Oh non, je ne pense pas que c'est épisodique. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a encore des checkpoints. Il y a encore des snipers sur les toits pour réprimer. Par ailleurs, il y a cette série d'élimination des dirigeants qui est en train d'emmener une sécurisation, j'insiste sur le mot sécurisation, pour que les gens puissent revenir dans les rues. Ils sont prêts, ils n'ont pas, je dirais, le mouvement. Certes, les gens sont rentrés chez eux, mais ce qui concerne la conviction de la population, et on ne peut pas dire l'opposition, c'est la population dans sa majorité, c'est de se débarrasser de ce régime. Donc, hier, par exemple, si on écoutait président Trump, il disait les gens ne sont pas fuis d'aller dans les rues pour se faire tuer. Donc, une fois qu'ils considèrent et qu'ils ont tous les signaux de la part d'Israël et de la part des Américains, que maintenant le moment est venu. Sécurisé, eh ben, ils vont aller dans les rues parce que ils n'ont plus rien à perdre. Alors justement, est-ce que vous avez été en contact ces dernières 24 heures avec des Iraniens qui sont sur place et qui vous expriment leurs sentiments? Écoutez, aujourd'hui, depuis plusieurs semaines, il n'y a pas d'Internet. Mm-hmm. Et que des très brèves informations que nous avons, c'est la répression. Il y a quelques jours avant que l'Internet tombe, j'ai pu avoir un contact avec quelqu'un de Téhéran qui disait les gens sont chez eux, ils sortent dans les grandes villes pour acheter du pain, pour acheter les premiers besoins nécessaires pour vivre, mais qu'ils attendent. Alors, on a le sentiment, parce qu'on parle souvent avec des gens comme vous, de l'opposition iranienne qui sont en exil, en diaspora, mais est-ce qu'il est exact de dire que finalement, tout le peuple iranien ne souhaite pas un renversement du régime et que finalement, sur les 90 millions d'Iraniens, eh bien, il y en a de nombreux millions qui finalement sont totalement endoctrinés par le régime et qui ne souhaitent pas véritablement sa chute. Comment on fera face à cette population-là ? Écoutez, d'abord, dans un pays démocratique, c'est la majorité qui parle. Néanmoins,
la partie dont vous en parlez, et il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est l'intégrisme, parce Mhm. que ils ont été élevés et convaincus. Deuxièmement, c'est une partie qui ont bénéficié de ce régime depuis pas mal du temps, et que cette partie-là, fatalement, va tomber du fait que le régime ne peut plus les financer. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on regarde les frappes et après les frappes, il y a une désistement importante de la part, que ce soit des Bassidji, que ce soit des gardiens de la Révolution ou bien de l'armée, qui voient bien que des choses ne sont pas remédiables et que la fin s'approche. Oui, mais Donc, on voit pas, on voit pas. Dites-moi. parce qu'on n'a pas des images. Ah oui. Ce qu'on a comme image qui nous parvient, ce sont des images à travers de Starlink qui arrivent et qui est envoyé par l'opposition armée iranienne qui est en Iran. Alors, vous nous dites clairement, le moment venu, lorsque Benyamin Netanyahou, d'ailleurs, il en a fait une allusion, il a fait une grande allusion hier soir dans son message qu'il a transmis justement au peuple iranien, il fallait qu'il soit prêt à descendre dans les rues. Le moment venu, eh bien, le peuple, vous nous dites, le peuple iranien descendra dans la rue. Est-ce que vous pensez que le régime il y a un régime alternatif qui est déjà en train de se préparer, parce que là aussi, on n'a pas d'informations très précises à ce sujet. Alors, justement, le 8 et le 9 janvier, dans 120 villes, petites et grandes, à l'appel de Prince Reza Pahlavi, qui est en exil depuis la chute du Shah d'Iran, pour justement les gens aillent dans les rues et de montrer qu'ils sont opposés à ce régime et qu'ils cherchent une autre alternative. Et aujourd'hui, Prince Reza Pahlavi est le seul alternatif qui se prépare, qui est prêt, qui a un programme et qu'il ne prétend pas de prendre la succession du Shah d'Iran, mais d'emmener la population de façon démocratique et laïque vers les urnes pour que la population puisse choisir son mode de gouvernance. Donc, ces mots-là ont parfaitement été compris par la jeunesse iranienne, par ceux qui en ont marre de ce régime qui a mêlé la religion dans tous les États de façon intégriste et de façon criminelle en abusant de la religion. Et donc, lui, il est en contact du terrain en Iran et que tous les jours, il envoie des messages et que hier soir, par exemple, lorsque les gens dansaient, on pouvait, malgré ce danger-là, d'entendre quand à nouveau on escande son nom. Donc, il faut tout simplement, je ne dis pas que c'est facile, dans aucun mouvement révolutionnaire, c'est facile pour dire on va renverser le régime et tout va bien. Mais il est certain que le peuple sait ce qu'il veut et il faut l'entendre. Malheureusement, pour des raisons qu'il est long de préciser, depuis des années et des années, on a eu une autre vision de la vérité iranienne en Europe, aux États-Unis, et que, je dirais, les deux dirigeants qui ont parfaitement compris ce qu'ils veulent les Iraniens sont votre Premier ministre et président Trump. Alors, je voudrais terminer avec les souhaits qu'a exprimé Benyamin Netanyahou lors de sa dernière vidéo hier soir au peuple iranien, à l'occasion du Nouvel An perse qui doit intervenir dans les prochains jours, et également de cette fête du feu. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit et quelle est la signification de ces festivités ? Alors, la fête de feu, ça nous emmène à l'époque de Zoroastrien où le feu était sacré. Donc, le dernier mardi au soir, il y a une fête où on allume le feu et on saute par-dessus le feu et on souhaite que notre vie, notre visage soit aussi lumineuse que le feu et que tout ce qui est mauvaise, tout ce qui est détruisant soit
partis et brûlés par ce feu-là. Et donc ça, c'est pour le mardi, autour duquel il y a pas mal de cérémonies, je dirais. Les gens dansent, on frappe aux portes des voisins pour recevoir des gâteaux, de nourriture festive. Et quant à le Nowruz, qui est la fête de Nouvel An iranien, c'est vendredi prochain. Ça correspond au début du printemps, c'est-à-dire le moment précis où la Terre entre dans le knocks du printemps. Et c'est le vendredi à environ 3 heures de l'après-midi, parce que c'est vraiment précis par rapport à la constellation. Oui, effectivement, et ça correspond dans le judaïsme, on peut faire la correspondance puisque nous allons entrer dans le mois de Nissan qui est le début des mois de l'année, le mois de la délivrance avec la sortie d'Égypte qui remonte à plus de 3300 ans. Et ça commence effectivement jeudi, demain, ce nouveau mois, et ça correspond aussi au début du printemps. Donc on peut voir, il y a entre les civilisations perses et la civilisation juive, l'histoire du peuple juif, il y a bien entendu des liens qui sont indissociables et cela nous rapproche encore plus de vous, des opposants iraniens à ce régime. Merci, on vous souhaite d'abord un bon nouvel an, une bonne fête et beaucoup effectivement délivrance que le peuple iranien, à laquelle le peuple iranien aspire maintenant depuis de nombreuses années, qu'il est peut-être en train de toucher du bout des doigts. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup Fahimeh d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Et bien entendu, nous allons commencer ce matin cette revue de la presse par le développement majeur de ces dernières 24 heures, l'élimination d'Ali Larijani. Le Israël Hayom titre ce matin en manchette « Il n'y a plus d'héritier à Téhéran après l'élimination de celui qui était considéré comme l'homme fort du régime iranien » et également l'élimination du commandant en chef de la milice policière des Bassidj, Razé Soleimani. En sous-titre, le Israël Hayom affirme « Tsahal ne laisse pas les dignitaires iraniens respirer et de facto laisse le pays, l'Iran, sans direction politique. » Le Yediot Aharonot, lui, nous montre ce matin en première page 3 photos, celle d'Ali Larijani, celle des patrons des Bassidj, et ces photos sont recouvertes d'une croix, mais entre les deux photos, il y a une troisième photo, celle de Mujtaba Khamenei, le guide suprême sur lequel figure une cible, ce qui signifie, pour ceux qui n'ont pas compris, que pour Tsahal, eh bien, le sursis du nouveau guide suprême invisible ne devrait pas se prolonger et que très rapidement il risque d'être dans le collimateur de l'armée israélienne et peut-être même donc d'être éliminé. En page intérieure, le journal parle de chaos iranien après l'élimination d'Ali Larijani. Et puis ce matin, les journaux parlent beaucoup d'élimination ciblée. Le Israël Hayom consacre un dossier aux tentatives iraniennes d'éliminer des dirigeants israéliens. Et oui, effectivement, il y en a eu. Et force est de constater que le succès n'est heureusement pas au rendez-vous de ces tentatives d'élimination. Itai Ilna, il nous donne un avant-goût de ce dossier qu'il publiera dans l'édition du Shabbat du Israël Hayom, et l'on peut déjà en mentionner les principales révélations, comme par exemple ce projet d'éliminer l'ancien ministre de la Défense Moshe Yaalon dans le parc où il avait l'habitude de courir, un projet conduit à l'époque par le Hezbollah et qui a donc échoué fort heureusement. Parmi les personnalités ciblées par les Iraniens au cours des dernières années, le Premier ministre Benyamin Netanyahou, bien entendu, mais aussi les ministres Israël Katz, Itamar Ben-Gvir et l'ancien ministre de la Défense Benny Gantz et Naftali Bennett, l'ex-chef d'état-major Herzi Halevi et l'ex-patron du Shin Bet, Ronen Bar. Le Yediot Aharonot et l'ensemble des sites d'information mentionnent ce matin les tirs importants de missiles et de roquettes du Hezbollah en direction d'Israël hier soir. Et dans le titre du Yediot Aharonot, il y a également un élément d'incohérence qui dépasse l'entendement après s'être préparé au tir du Hezbollah vers le nord d'Israël qui ont été annoncés dans l'après-midi. Eh bien, des dizaines de roquettes du mouvement chiite sont tombées en direction du territoire israélien et un simple lecteur ne comprend pas vraiment pourquoi et comment si Israël savait pertinemment que le Hezbollah allait tirer des salves de missiles au sud Liban, pourquoi l'État d'Israël n'a pas pris les devants pour empêcher ces tirs ou au moins les limiter.
Les sites d'information s'intéressent ce matin à cette unité top secrète de Tsahal qui préoccupe beaucoup le Hezbollah. Il s'agit de l'unité qui est basée sur le mont Méron et qui est appelée les yeux du Moyen-Orient. En effet, au sommet du mont Méron se trouvent les installations sécuritaires les plus sophistiquées d'Israël, avec des technologies extrêmement développées qui permettent d'explorer le moindre mouvement au Liban et même dans l'ensemble de la région. Depuis le 7 octobre, le Hezbollah ne cesse de cibler cette base militaire sans parvenir à la toucher, là aussi, fort heureusement. Le Yediot Aharonot consacre aussi ce matin une double page à la situation précaire des habitants du Nord. Le journal se penche par exemple sur Shula Sayag du Moshav Zar'it à la frontière entre Israël et le Liban. À 77 ans, elle se souvient parfaitement comment elle avait alerté il y a bien longtemps les autorités israéliennes sur les tunnels que le Hezbollah creusait dans la roche pour pénétrer en territoire israélien à partir du sud Liban. Pendant 12 ans, Tsahal m'a dit qu'il n'y avait absolument rien jusqu'à ce qu'il découvre le tunnel dont je parlais et qu'il vienne s'excuser. Pendant un an et demi après le 7 octobre, Shula Sayag a été déplacée à Tibériade et sa maison a été ciblée à 2 reprises par les terroristes de Hezbollah. Finalement, elle a été détruite. Aujourd'hui, elle vit dans une caravilla sans chambre blindée, mais reste très stoïque. Je ne fais confiance qu'au Tout-Puissant, dit-elle. Que peut-on lire ce matin dans les commentaires et les analyses autour de la situation sécuritaire sur les 2 fronts, c'est-à-dire le front de l'Iran et le front libanais? Nous allons commencer par les estimations des journalistes du Israël Hayom. Pour Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du journal, l'élimination d'Ali Larijani est un succès qui va considérablement empêcher toute stabilisation du pouvoir, un succès qui confirme une fois de plus la supériorité d'Israël en matière de renseignement sécuritaire. Cependant, Limor estime que le blocus par Téhéran du détroit d'Ormuz risque de contraindre Donald Trump à mettre fin prématurément à la confrontation. Pour Lilar Chouval, l'élimination d'Ali Larijani et de Soleimani est l'occasion rêvée pour les Iraniens de faire chuter le régime. Elle rappelle que derrière des airs de modéré, Larijani était le chef de l'oppression meurtrière du régime contre les opposants. Shahar Kleinman insiste sur une autre élimination, celle du chef de la branche armée du djihad islamique à Téhéran. Et pour Ariel Kahana, il faudra encore quelques efforts pour briser le régime. Selon lui, la photo de victoire après laquelle Donald Trump court pourrait se trouver plutôt dans l'île de Kharj, où le président américain pourrait décider d'opérer une forme de conquête de cette île. Quant au détroit d'Ormuz, la solution à la crise se trouve peut-être en Chine. C'est un peu ce qu'affirme l'ex-amiral Eliezer Marom lorsqu'il déclare que la photo de victoire de la guerre se trouve dans le détroit d'Ormuz. Que peut-on lire comme éditoriaux dans ce dossier de guerre dans le Yediot Aharonot? Nadav Eyal considère que l'élimination d'Ali Larijani est la plus significative depuis le début de la guerre et d'une certaine manière elle est plus importante encore que celle du guide suprême Ali Khamenei, car Larijani était depuis juin dernier le véritable décisionnaire du régime. Et pour Eyal, le fait qu'après 18 jours de guerre, Israël est encore capable d'éliminer des dignitaires comme Larijani, cela prouve à quel point Israël a pénétré le sommet de la hiérarchie iranienne. Ronen Bergman, comme à son habitude, critique Binyamin Netanyahou et il explique qu'après avoir compris qu'il n'allait pas parvenir à faire chuter le régime iranien, le Premier ministre israélien a décidé de changer d'objectif et même de stratégie. De facto, écrit-il, Netanyahou abandonne l'idée d'une victoire absolue face à l'Iran et sous-entend qu'il pourra y avoir d'autres rounds de confrontation. Le Maariv, lui, publie ce matin un article dans son site d'information sur l'état de choc du monde arabe face à la guerre contre l'Iran. Le Maariv explique que les régimes arabes modérés, en particulier dans le Golfe Persique, sont stupéfaits de voir la faiblesse du régime militaire iranien. Ces leaders arabes s'en prennent en particulier aux dignitaires iraniens qui dévoilent leur profonde carence dans la préparation à cette confrontation face à l'État d'Israël. Pour ces leaders arabes, les Iraniens sont au bord du breaking point, du point de rupture. Les critiques les plus acerbes proviennent des Émirats Arabes Unis. Le professeur Abdullah, un éminent professeur des Émirats, écrit ce matin « Le régime iranien a franchi toutes les lignes rouges et il mérite donc d'être puni pour cela ». Et enfin, pour terminer ce survol de la presse israélienne, Ariel Kahana s'est penché sur la réponse israélienne au chef d'accusation de la Cour internationale de justice de La Haye sur ce qui s'est passé dans la bande de Gaza pendant la guerre. La réponse d'Israël est renfermée dans un document de 1300 pages qui détaille comment Tsahal a combattu le Hamas dans la bande de Gaza, qui explique comment Israël a agi pour empêcher la mort de civils gazaouis, comment Israël a fait entrer de l'aide humanitaire et surtout comment le Hamas a opprimé son propre peuple en transformant les Gazaouis en boucliers humains. No to war and free Palestine.
No to war, comme si quelqu'un était pour la guerre, comme si la guerre qui agitait le monde depuis quelques jours n'était pas légitime, comme si la guerre était un slogan, un badge, une posture morale. Et surtout comme si, depuis la scène des Oscars, cette phrase creuse avait la moindre portée réelle. Les acteurs ont-ils un ego si surdimensionné qu'ils croiraient que, suite à cette réplique déclamée, les pays déposeraient les armes, se feraient un gros câlin et se lanceraient dans une chorégraphie mondiale ? Alors au fond, que dit Javier Bardem ? Rien, ou presque. Il coche les cases, il prononce les mots attendus, il s'offre l'applaudimètre moral de son milieu. Mais il évite l'essentiel, la complexité, les responsabilités et surtout les angles morts de son discours. Car ce qui frappe, ce n'est pas seulement son Free Palestine, c'est son silence absolu sur l'Iran. Et ce silence est d'autant plus accablant qu'il intervient lors de la remise de l'Oscar du meilleur film étranger, où figurait parmi les nommés un simple accident de Jafar Panahi, cinéaste iranien, dissident, critique du régime, plusieurs fois emprisonné et dont le film a été tourné clandestinement pour protéger l'équipe. Autrement dit, Bardem monte sur scène pour parler de liberté, alors qu'un artiste iranien, symbole vivant de la création sous oppression, se trouve précisément au cœur de la soirée. Et il n'en dit pas un mot. Pas un mot non plus pour le peuple iranien. Pas un mot pour ceux qui se battent contre la tyrannie islamique. Pas un mot pour ceux qui risquent leur vie dans un régime qui réprime, emprisonne et censure. Et c'est là que le problème dépasse Bardem. Parce qu'il n'est pas seul. Suzanne Sarandon, Mark Ruffalo, John Cusack, d'autres encore. Chez une partie d'Hollywood, la critique d'Israël n'est plus une prise de position ponctuelle. C'est devenu un réflexe idéologique. Presque un rite d'appartenance. On ne pense plus, on ne nuance plus, on aligne les slogans, on récite le texte. Toujours les mêmes mots, toujours la même cible. Israël concentre une obsession que d'autres régimes infiniment plus répressifs n'inspirent jamais. Darfour, Ukraine, Birmanie, circuler. L'Iran pend, torture, écrase, viole, mais sur la scène hollywoodienne, ce n'est jamais lui le symbole absolu du mal. Pourquoi ? Parce que la haine anti-Trump empêche de réfléchir et d'envisager qu'il puisse peut-être faire quelque chose de bien. Et parce qu'Israël a été assigné d'avance au rôle de coupable idéal, le fameux juif des nations. C'est plus simple, plus conforme, plus rentable moralement. Et c'est là qu'entre en jeu ce fameux slogan « Free Palestine ». En théorie, on pourrait y entendre un appel à la paix. Mais dans la réalité militante et médiatique actuelle, ce slogan s'accompagne trop souvent d'un imaginaire où Israël n'existe plus. Quand on brandit des badges ou des cartes, où tout le territoire israélien devient Palestine. Quand on crie de la mer au Jourdain, on ne parle plus de coexistence, on parle d'effacement. D'un seul coup, la liberté pour les uns implique la disparition des autres. La légèreté de ces artistes en devient alors insupportable, parce qu'ils veulent parler au nom de l'humanité, mais d'une humanité triée. Ils veulent parler de liberté, mais d'une liberté sélective. Ils ne veulent pas regarder qui opprime. Si Bardem avait voulu être cohérent, il n'aurait pas seulement dit « Free Palestine », il aurait aussi dit « Free Iran ». Il aurait parlé de ce peuple iranien broyé par la République islamique. Il aurait reconnu ces artistes réduits au silence. Il aurait compris qu'on ne peut pas invoquer la liberté sur une scène mondiale tout en ignorant ceux qui se battent au même moment pour l'arracher. Au fond, ce que révèle cette séquence, c'est la faillite d'Hollywood. C'est la faillite du progressisme. L'installation d'un nouveau récit anti-israélien. Ce que révèle cette séquence, ce n'est pas le courage de Javier Bardem, qui n'est pas espagnol pour rien. C'est son conformisme, son antisionisme, et peut-être, qui sait, son antisémitisme. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Tobman. Michel, bonjour, Boker Tov.
Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je ne sais pas si j'ai besoin de rappeler à nos auditeurs que vous êtes journaliste, écrivain, expert du dossier iranien. Et avec vous, je voudrais que l'on fasse le point. Et d'abord, une question concernant l'élimination hier d'Ali Larijani et du commandant en chef des Bassidj, Soleimani. Est-ce que vous pensez que c'est un point de rupture qui peut provoquer, on va dire, la chute, ou en tout cas qui peut précipiter, on va dire, la sortie de l'opposition iranienne dans les rues et peut-être la chute du régime? Alors ça confirme une chose, ça confirme la stratégie délibérée, minutieuse, méthodique d'Israël. Je dirais pas la même chose des Américains, dont on ne voit pas très clairement les buts de guerre, en tout cas dans les propos du président Trump. Mais les Israéliens, Netanyahou l'a réaffirmé hier, ont un but de guerre très précis, c'est faire tomber le régime. C'est déjà ce que les Israéliens voulaient faire en juin dernier. Les Américains ont stoppé la guerre, le travail n'a pas été terminé, et les Israéliens se concentrent principalement sur les chefs du régime, les chefs de la répression. Ils s'attaquent les chefs. Ce régime, c'est un régime d'abord répressif et qui ne tient que par là. Larijani, c'est effectivement, après le guide suprême, le personnage le plus important, et je dirais plus important que le guide suprême, car plus opérationnel. Le guide suprême avait 87 ans, il était terré dans son bunker, on savait qu'il était malade, on savait que sa succession était ouverte. Larijani est un homme qui était à l'interface, c'est pas un religieux, donc à l'interface du religieux, des gardiens de la Révolution, de la diplomatie, puisque je rappelle que c'est lui qui a négocié avec les Occidentaux et avec les Américains sur le nucléaire, et il pouvait croire qu'il allait incarner une espèce de régime, c'est-à-dire quelqu'un qui ne serait pas un religieux, mais qui mobiliserait la nation iranienne contre l'envahisseur, comme Staline l'avait fait en 1941, en se transformant de chef communiste en chef nationaliste, et en en appelant Ouman l'hiver le terrible. Alors, Larijani, plus les chefs des Bassidji, les Bassidji, c'est une milice terrible. Très crainte des Iraniens sont ceux qui poursuivent les manifestants à moto, qui les tuent. Leur chef a été tué. Alors après, on va dire, mais bon, ça fait beaucoup de dirigeants qui ont été tués, et le régime tient encore, oui, parce que c'est un appareil de répression d'une puissance peut-être que l'on a sous-estimée à l'extérieur, mais d'une puissance énorme, et que la politique israélienne, je crois, est très, très claire et très bien informée. On a vu que le Mossad est très implanté à l'intérieur de l'appareil politique et policier iranien. Et donc le message est clair. On dit aujourd'hui aux successeurs de Khamenei, vous n'avez pas d'avenir, vous n'allez pas survivre. Et on dit aussi aux successeurs de Larijani, vous n'avez pas d'avenir, vous serez aussi tués. Et donc la stratégie israélienne, c'est de faire comprendre à tous ceux qui postulent au remplacement des dirigeants, qui sont condamnés à mort. Et donc, c'est compliqué, c'est comme une poutre. Pour l'instant, la poutre, pour l'instant, on a l'impression qu'on tape, et que la poutre, elle est très solide. Et puis un jour, la poutre va craquer. Alors, il faut être patient, il faut tenir, mais je crois que les Israéliens sont sur la bonne voie. En tout cas, les Iraniens que je connais, et qui pour la plupart sont favorables à cette intervention, même si cette intervention leur coûte cher parce qu'ils n'ont pas d'abri, comme on en a en Israël, les Iraniens souhaitent que l'on continue ce travail pour leur créer des conditions où la répression, le régime ne pourra plus se battre sur deux fronts. À un moment donné, les forces de répression ne pourront plus à la fois combattre les Américains et les Israéliens et tenir la rue. La rue n'a jamais été aussi tenue qu'aujourd'hui. Il y a des checkpoints partout. Téhéran et les villes iraniennes sont comme des villes occupées par une armée étrangère. Et donc, non, il ne faut surtout pas reprocher aux Iraniens de ne pas descendre dans la rue. Ils ne peuvent pas le faire, d'une part parce qu'il y a des bombardements, et que lorsqu'il y a des bombardements, on ne peut pas descendre dans la rue. Et puis, deuxièmement, et puis souvent, ils ne sont plus chez eux, ils sont partis parce qu'il n'y avait pas ceux qui vivent près dans le centre de Téhéran ou dans des zones près d'installations pétrolières ou autres sont partis pour éviter de mourir de bombardement. Et puis surtout, rappelons une chose, c'est que cette intervention est intervenue à contre-temps. C'est au mois de janvier, quand les Iraniens étaient dans la rue,
dans une situation insurrectionnelle, que le président Trump leur a dit L'aide est arrivée. l'aide arrive. C'est Ouais. au mois de janvier que l'insurrection, et c'était une vraie insurrection, a atteint son paroxysme. Et 20 000, 30 000, peut-être plus, ont été tués dans des conditions atroces par ceux que les Israéliens tuent aujourd'hui, par les Bassidjis et les équipes de l'Arijani. Et bien évidemment, ces 30 000-là manquent, car ces 30 000 manifestants étaient les gens les plus déterminés, c'était aussi souvent les organisateurs de manifestations, et c'est vrai que l'opposition a été profondément affaiblie par la destruction physique de ses leaders, démoralisée et déçue des Américains. Oui. Et donc, quelqu'un me demandait hier, est-ce que l'opinion risque de se retourner contre les Israéliens, les Américains? Je dis non, mais l'opinion risque d'être dégoûtée. C'est-à-dire ce qui risque de se produire si, par exemple, l'intervention s'arrêtait maintenant, ou si dans quelques semaines elle s'arrêtait où il y avait un accord avec le régime, par exemple, comme on dit que Trump voudrait le faire. S'il y avait ça, les Iraniens ne seraient pas plus pour le régime, mais ils seraient dégoûtés à l'égard du régime, ils le sont déjà, mais dégoûtés aussi à l'égard des Américains et peut-être même des Israéliens. Alors justement, je voudrais... Patient, Alors, une guerre ne se gagne pas en 2 semaines. Oui, alors, mais tout de même, Michel, on est un peu étonné. C'est-à-dire, de la même manière que les Israéliens et le Mossad en particulier a été tellement créatif, tellement inventif dans la manière de frapper, on va dire, des cibles iraniennes à tous les échelons, on va dire, hein, que ce soit du plus haut au plus bas. Pourquoi finalement on n'a pas le sentiment qu'il y a quelqu'un qui peut surgir, c'est-à-dire, on va dire, un officier supérieur des gardiens de la Révolution ou de l'armée, quelqu'un qui aurait été suscité par Israël, qui pour porter, on va dire, le mouvement de protestation et pour diriger le peuple vers la chute du régime. C'est quelque chose qui est inimaginable de l'intérieur? Bon, je pense que c'est ce qui va arriver, mais la question, c'est est-ce que ça va arriver demain? Je parlais hier avec une amie iranienne responsable du comité des droits de l'homme, des droits humains, elle me disait ça peut arriver demain, ça peut arriver dans 6 mois. C'est ça qu'on ne sait pas. Le pouvoir est disséminé. L'Iran, c'est pas. Regardez le temps que les Israéliens ont mis à Gaza sans réussir à anéantir le Hamas. À Gaza, c'est tout petit, Oui. 1 million d'habitants. L'Iran, c'est grand comme 3 fois la France. C'est grand comme 3 fois la France, donc comme, je ne sais pas, c'est 100 fois Israël, vous voyez. Et donc, on a bien vu que leurs lanceurs de missiles ont été disséminés dans tout le pays, dans les montagnes. Donc, et leurs dirigeants sont cachés. On arrive déjà à en loger certains, mais il y a toujours d'autres couches. Mais quand même, sur le plan militaire, la victoire est en train de se dessiner. C'est-à-dire que pas seulement leur stock de missiles, mais surtout les lanceurs sont de plus en plus paralysés, détruits. Il reste les drones, et c'est l'arme du pauvre, mais c'est une arme efficace. Je dirais même que le danger, ce serait faire face à une résistance de type comme à Gaza, c'est-à-dire des gens qui apparaîtraient comme des pauvres et qui se débattraient contre l'impérialisme américain et contre l'impérialisme sioniste. Mais là, on est encore devant un pouvoir puissant, un État puissant et qui est dirigé d'une main de fer. Et la répression n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Il y a des checkpoints à chaque coin de rue. Oui. Alors, les Iraniens ne peuvent pas descendre dans la rue. Et donc, c'est évidemment à l'intérieur des forces répressives que ça va se jouer. Alors, une dernière question, Michel, une dernière question importante. En Iran, prétend qu'il a des milliers de gardiens de la Révolution qui sont en contact avec lui. Oui. Sauf que, pour l'instant, ils ne font rien. Alors, une dernière question, justement, par rapport... Il y a des milliers de gens, parmi les gardiens de la Révolution, qui pensent aussi à leur avenir. Oui. Vous savez, on veut bien être martyr, il y a beaucoup de gens qui veulent être martyrs, mais à un moment donné, il y a aussi des gens qui disent pourquoi je vais continuer à me battre pour ces chefs qui ne sont même pas capables de protéger leur propre vie. Donc la stratégie israélienne me semble intelligente et bonne. Ok, alors maintenant... On tue les chefs, hein, on évite les dommages collatéraux parmi les civils, mais on tue les chefs et de haut en bas. Et à un moment, il y a des gars, quelqu'un qui voudra être guide suprême et qui dira non, ne pas être guide suprême.
Alors une dernière Et je ne sais pas question, Michel, une dernière question. J'espère que vous m'entendez parce que une dernière question et elle se rapporte à une personne que vous connaissez bien puisque vous l'avez interrogé régulièrement. Il s'agit du prince Reza Pahlavi. Je dois dire franchement, vu de Jérusalem, on ne le sent pas vraiment, le prince Reza Pahlavi. On n'a pas l'impression qu'il se prépare à être une alternative au pouvoir actuel. Par exemple, on aurait aimé le voir d'abord multiplier les appels, on va dire, préparer, on va dire, la chute du régime et un pouvoir alternatif, comme par exemple un gouvernement de transition. Or, on ne le sent pas vraiment présent. Est-ce que je me trompe ? Alors d'abord, il n'est pas soutenu par les Américains, ce qui est problématique. Et pourquoi il n'est pas La soutenu ? Cour européenne s'est mobilisée, une partie de la gauche contre lui, en disant c'est l'homme de Trump, etc. Donald Trump m'a dit c'est un bon gars, mais Donald Trump ne l'a jamais rencontré. Et Donald Trump a dit alors qu'il misait sur des gens à l'intérieur du régime, ce qui n'est pas un signal très positif. Ensuite, vous avez sans doute raison, Reza Pahlavi est très présent par ses propres canaux. Moi j'ai posé la question, pourquoi est-ce qu'il ne s'adresse pas plus aux Européens, aux Israéliens, etc. Il s'adresse d'abord aux Iraniens, et il s'adresse en persan aux Iraniens sur les réseaux sociaux. Et d'après des sondages fiables, il est aujourd'hui, et de loin, l'homme le plus populaire, je dirais le seul d'ailleurs, puisque dans ce désert qu'a créé le régime, en tuant tous les opposants, il n'y a pas d'autres personnalités qui puissent assurer la transition. Mais le problème, c'est que son rôle ne pourra commencer que le jour où le régime va s'effondrer. C'est-à-dire le jour où les Américains et les Israéliens seront maîtres du ciel, je pense qu'à ce moment-là, je pense qu'il faudra certainement une intervention peut-être limitée, mais moins au niveau terrestre, et à ce moment-là, peut-être des troupes kurdes ou autres vont se constituer, et une partie du territoire pouvant être libérée, on pourra à ce moment-là former un gouvernement provisoire auquel se rallieront évidemment des gens qui quitteront le régime. Et pour l'instant, dans une situation, il faut d'abord maîtriser le ciel pour pouvoir amener des personnes au sol, des commandos israéliens, américains, mais aussi des personnes comme Reza Pahlavi. Il faut maîtriser le ciel, et ce n'est pas le cas encore, mais l'opération militaire avance. Mais je crois qu'il faut rappeler que les guerres, ça ne se gagne pas en 15 jours, ni en un mois, et parfois ça peut durer 6 mois, 1 an. Et je crois que les Israéliens sont peut-être les seuls qui peuvent le comprendre. L'opinion américaine ne le comprend pas. Et c'est d'ailleurs la stratégie des Iraniens, du régime iranien, c'est la dissuasion du faible au fort, c'est jouer les opinions publiques, c'est que l'opinion publique américaine, qui n'est pas favorable à cette guerre, fasse pression sur Trump, et que la guerre s'arrête sur ce qui serait un succès du régime, parce que même si un grand nombre de ses chefs sont tués, il en restera d'autres, et ça serait une catastrophe pour les Iraniens et pour Israël. Eh bien, Michel Topman, merci beaucoup de nous avoir livré votre appréciation de la situation actuelle. Donc, le message que vous nous faites passer, c'est patience. Il faut s'armer encore de quelques semaines de patience pour espérer voir peut-être la chute du régime et un soulèvement massif de la population iranienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt, Michel. Merci, Daniel. Bonne journée.